Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'attachement anxieux. On ne naît pas attachement anxieux, on le devient. Ce terme attachement anxieux, il y en a un autre, attachement évitant, ce sont des termes modernes, ce sont des termes à la mode. Ils circulent un peu partout aujourd'hui, et bien souvent d'ailleurs en dehors de leur cadre théorique réel. Aujourd'hui, on s'intéresse tout particulièrement à cette notion d'attachement anxieux, à ce qu'on appelle l'attachement anxieux. C'est devenu une sorte d'étiquette relationnelle, c'est une théorie, pas inintéressante. La preuve, c'est une théorie de l'attachement. Derrière ces mots à la mode ou ces expressions à la mode, attachement anxieux, attachement évitant, se cache une réalité bien plus ancienne, bien plus structurale, bien plus fondamentale, l'anxiété. C'est quelque chose qu'un être humain ne découvre pas à 20 ans, à 25 ans ou à 30 ans. Il a l'impression, effectivement, qu'apparaissent à ce moment-là les premiers marqueurs d'un terrain anxieux, mais il prend soin et le travail de refoulement a fait que on oublie les premiers moments, les premiers instants qui ont pu être frappés d'une forme d'anxiété. À l'origine, en fait, c'est un type d'attachement qui décrit la façon dont un enfant cherche à maintenir le lien avec sa figure d'attachement. Autrement dit, en règle générale, ses parents ou un de ses deux parents. Souvent la mère, mais c'est pas automatique, ça peut être le père. Et cet attachement se crée en fonction du type d'information que reçoit un enfant, des constats qu'il fait. Autrement dit, en fonction de la sécurité affective que produit son lien à l'objet d'attachement. Objet au sens psy, bien évidemment. Donc c'est la sécurité affective que cela produit ou non qui détermine, prédétermine et détermine le lien, la logique de l'attachement, le lien, le type de lien à l'autre. On devient anxieux dans un lien entretenu à l'autre en fonction de ce qu'il s'y passe, des déductions qu'on peut en faire, à force de ne pas se sentir reconnu, considéré, à force de craindre la discontinuité de l'amour, émerge, naît, s'ancre ce concept d'attachement anxieux. Il y a une logique. C'est pas une bonne logique, mais c'est logique. Cette théorie, tout à fait vraie, elle est transposée, non plus sur l'enfant, mais sur l'adulte et son type d'attachement. Certes, tout a une histoire, et c'est pour ça qu'on démarre, effectivement, par cette notion de l'enfant. Votre tissu affectif se tisse pendant votre enfance, pas adulte. Adulte, il fonctionne avec des mécanismes, avec une base qui s'est produite elle-même durant l'enfance. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Vous êtes des champions de la psycho. Le problème, c'est que cette théorie de l'attachement sur l'adulte, elle est des fois présentée un petit peu en mode simpliste ou psychologiquement un peu réductrice. Si on reprend un petit peu tout ça, soyons exhaustifs. D'où vient ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'objet de notre étude, l'objet de notre rencontre, l'attachement anxieux? Qu'est-ce qui est susceptible de le produire? Chez l'enfant, il y a deux types d'attachement. Il y en a 8,775 milliards, mais on va s'intéresser à deux, et on laissera les 8,773 milliards de côté. On pourrait considérer qu'il y a l'attachement sécure et l'attachement anxieux. L'attachement sécure, c'est pas très compliqué, c'est compris dans son nom, ça correspond à une confiance de base, à une confiance relationnelle de base. Je peux compter sur l'autre. Il y a une confiance en l'autre et il y a une confiance en la relation. Une confiance en l'autre et une confiance en la relation, ça donne une confiance en soi. J'ai de la valeur puisque l'autre, il est là. Il est là constamment et il me prouve, il me montre que j'ai de la valeur. L'enfant, lorsqu'il se sépare d'une personne, ou avant de se séparer, ou durant le lien qu'il entretient avec lui, donc c'est polymorphe, c'est multiforme, il sait, il peut compter sur le lien, la crédibilité du lien et ce qu'il en retire. L'autre peut s'éloigner, le lien n'est pas altéré. L'autre peut s'éloigner, le lien n'est pas altéré. Vous avez tout compris. Vous continuez de tout comprendre. L'attachement anxieux, pas l'attachement sécure, on vient de le voir. L'attachement anxieux ou ambivalent, ça désigne tout simplement l'enfant qui n'a pas cette confiance-là, relationnelle, en l'autre. L'enfant n'a pas confiance dans la disponibilité de l'autre.
Ça évolue trop. Il y a trop de disparités entre le type de comportement que présente une personne, les parents, le père ou la mère. Il y a des disparités temporelles et au niveau de l'investissement. Donc il y a des marqueurs. Est-ce qu'il sera aussi disponible? Est-ce qu'il passera autant de temps avec moi? Est-ce qu'il me renverra la même chose? Eh bien, c'est pas évident. Je le quitte, mais je sais pas quand est-ce que je vais le retrouver. Et je le quitte, je sais pas quand est-ce que je vais le retrouver, et je sais pas comment je vais le retrouver. Est-ce qu'il sera le même? Est-ce qu'il sera identique à la manière dont je l'ai quitté? Alors l'enfant, de facto, il est inquiet. Il n'est pas en confiance, ni en l'autre, ni en la relation. Ça évolue trop, ça bouge trop. C'est pas semblable. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il devient collant. Il cherche à attirer l'attention de l'autre, ce qui est logique. Il peut même douter des sentiments que l'autre a pour lui. Quel type de démonstration affective reçoit-il? Et à quelle fréquence? Il craint l'abandon. Si je perds l'autre, je suis pas sûr de le retrouver. Et ça crée, voire ça renforce une forme de dépendance. Je profite de l'autre tant que je l'ai sous la main, faut pas qu'on se quitte. Faut qu'on soit collé. C'est à toutes ces questions-là que s'adresse la construction de l'attachement anxieux. Si on transpose ça chez l'adulte, qu'est-ce qu'on retrouve? Besoin constant d'être rassuré. Doute de l'amour de l'autre. Doute de sa disponibilité. Peur de l'abandon. Interprétation catastrophique de la moindre information plutôt négative. Remise en question d'un certain nombre de choses hâtives. Alternance entre désir de fusion et panique du rejet. Recul d'un coup sur une information parfois anodine. Il n'y a rien d'anodin dans les relations humaines, mais parfois anodine, qui déclenche un état de panique à la mesure de ce qui a été vécu par la personne préalablement, dans son histoire. Qu'est-ce que ça donne chez l'adulte? Une peur constante que l'autre parte, que l'autre ne l'aime pas, que l'autre se lasse, ou qu'il le trahisse. Alors ces personnes-là, elles se mettent, et malgré elles, d'une certaine manière, elles se mettent à contrôler, pour vérifier quelque chose, pour vérifier que tout va bien. Mais elles tombent toujours sur quelque chose qui fait que ça va peut-être pas si bien que ça, et ainsi de suite. C'est un cercle totalement infernal. Et l'autre qui effectivement est parfois un bon objet au sens psy du terme, il se retrouve affublé, questionné, pris en tenaille avec quelqu'un qui finalement doute de l'amour qu'il ou elle, peu importe l'autre, ce qui n'est pas vous, est susceptible de lui porter. Ça, c'est un souci. Il n'y a rien de pire que le doute. Alors l'attachement anxieux, il contrôle, il observe, il analyse, il écortique, il devine, il interprète. Tout. Et bien sûr, plus vous tentez de sécuriser quelqu'un qui a un attachement anxieux, plus il s'inquiète. Outre la dépendance, c'est de la surveillance affective. L'attachement anxieux, il est dans la surveillance. Derrière cette angoisse primaire, d'une certaine manière, et le mot n'est pas choisi par hasard, on retrouve effectivement la peur, l'inconfort, l'instabilité affective, relationnelle, la peur du manque, la peur du vide, la peur de l'absence. Autrement dit, ce n'est pas tant l'autre que la personne redoute de perdre, c'est le vide abyssal qu'il va laisser, l'autre, si effectivement il disparaît. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'attachement anxieux présente souvent le sentiment d'exister au travers du regard de l'autre et grâce à la présence de l'autre. Autrement dit, une difficulté à exister par elle-même. Ça, c'est problématique. Cette peur que ça tourne mal, cette hypervigilance relationnelle, ce n'est pas autre chose que la structure même de l'anxiété, pour ne pas dire de l'angoisse. Quand l'autre est là, tout va bien, ça sécurise le périmètre. Quand l'autre n'est pas là, il y a une forme d'inquiétude constante et permanente. L'anxiété, voire l'angoisse, avec les crises que ça peut générer. On fera une vidéo sur la différence entre l'anxiété et l'angoisse. C'est assez passionnant cliniquement. Ce qui est intéressant, c'est que la théorie de l'attachement anxieux donne à cette anxiété finalement une coloration relationnelle. Ça s'étaye sur la relation à l'autre. Relationnel et développemental. Et dans développemental, il y a mental. Cette anxiété, elle ne vient pas de nulle part. Elle est bien liée à une insécurité préalablement vécue. Limite, traumatisme. Psycho-affectif. Structurel. Trauma vécu durant les premières années structurantes de l'être humain. Trauma vécu durant les relations fondatrices à l'autre. Ce n'est que ni plus ni moins l'attachement anxieux, la reformulation de ce qu'on appelait de manière un peu plus ancienne, l'angoisse d'abandon.
Mais la culture populaire, finalement, l'a un peu reformulé en une sorte de typologie pseudo-personnalité. C'est un peu le souci, on va regarder ça ensemble. Ce glissement, là, finalement, il est un peu problématique, moi, je trouve. Parce qu'il psychologise la peur, rend cette peur relationnelle, abandonnique, identitaire. Ça se fiche dans l'identité. Or, un être humain ne peut pas être résumé à ce prisme-là, identitaire. Il y en a tant d'autres. L'identité, c'est tant et tant de choses. Donc on ne peut pas, et malheureusement notre société classe, un certain nombre de personnes créent même des catégories, des fausses catégories cliniques parfois, et classe les personnes en fonction de ça. Alors qu'un être humain, on ne peut pas le résumer au fait qu'il ait un attachement anxieux, ou un attachement évitant, ou un attachement sécure, et ainsi de suite. Un être humain, c'est tant et tant de choses. Il a cette caractéristique-là, ce trait-là, mais effectivement, on ne peut pas le résumer à ça. C'est pas possible. Or, ce type de théorie tend à enfermer les personnes et à créer une identité sur la base de ce trouble. Mais quand on réduit effectivement ce trouble à une catégorie identitaire, on perd tout l'enjeu clinique. Et c'est là que le concept d'attachement anxieux devient piégeux. Il fige une angoisse vivante, malheureusement, en catégorie identitaire. C'est très à la mode aujourd'hui, mais c'est très enfermant. Tout ce qui est de l'ordre des catégories identitaires est enfermant. Les évitants, les anxieux, les TDAH, ça doit être effectivement un marqueur d'un mouvement intérieur intégré, mais qui effectivement, à lui seul, ne révèle pas l'identité du sujet, et notamment dans son rapport à l'autre. On ne peut pas résumer l'être humain, dans sa personnalité, à son rapport à l'autre. Puisque principalement, l'être humain, il est à regarder dans son rapport à lui-même, puis dans son rapport à l'autre. Inutile de vous dire ce que vous savez déjà, le rapport à l'autre ne fait que renvoyer l'être humain à son rapport à lui-même, à sa structure de base. Donc nous serons d'accord pour quasiment affirmer que l'attachement anxieux, dans son usage courant, n'est rien d'autre que la forme relationnelle de l'anxiété. Une peur anticipatrice du manque, de la séparation, de l'absence, de la perte, du désamour ou associé à un désamour. Bien évidemment, tout ça s'exprime dans le lien affectif, entretenu avec l'autre. Comprendre d'où vient cette peur, c'est une chose. Saisir la manière dont ça s'articule par rapport à l'origine des choses, à l'histoire du sujet, et bien évidemment, comment elle se réactualise, elle se rejoue au présent, cette peur, cette anxiété. Ce trouble, ces constats effectués préalablement, qui ne demandent qu'à être de nouveau réévalués. Il se fait bien souvent que les personnes qui souffrent de ce type de trouble, dans la logique d'un formatage psychique, ne trouvent rien de mieux, c'est totalement involontaire, vous emmerdez même pas avec ça, ne trouvent rien de mieux que de choisir des partenaires insécures, qui correspondent à ce qu'ils ont déjà connu. Donc une insatisfaction d'origine. Oui, on peut en sortir. Oui, heureusement, en le comprenant, en racontant son histoire. Les vidéos, c'est bien, les bouquins, c'est pas mal. La vie, son histoire, ça se raconte, les amis. On est des êtres de parole. Ton histoire, si tu veux l'exhorter, si tu veux l'expulser, tu la racontes. Penser ton histoire ne te permet pas de l'exhorter. Il faudrait peut-être réapprendre ou apprendre à ne pas se perdre dans la relation à l'autre. D'apprendre à se rassurer, à se sécuriser, à optimiser, comme je le disais dans les vidéos de reconquête très anciennes, à capitaliser. Et effectivement, aimer sans se dissoudre dans l'amour à l'autre, échanger avec l'autre, dans le lien d'amour entretenu avec l'autre. À ne pas se perdre dans la présence de l'autre. L'absence de l'autre ne doit pas être vécue comme une menace. Ni pour vous-même, ni pour la relation, ni pour votre intégrité, ni quoi que ce soit. Et donc, de facto, à tolérer son absence et à apprendre à se sécuriser durant l'absence de l'autre, voire même dans l'anticipation de l'absence de l'autre. Une relecture du lien à l'autre et de son absence. C'est le cœur de ce gros travail thérapeutique qui vous appartient. Transformer d'une certaine manière l'absence en confiance, voire même en opportunité.
Qu'est-ce que je pourrais faire pour moi? Je suis toute seule ou je suis tout seul, donc je peux effectivement faire quelque chose qui pourrait être bon pour moi. L'autre n'est pas là, j'ai pas à m'occuper de l'autre, l'autre n'est pas là, j'ai pas besoin de lui pour faire un certain nombre de choses.